Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est demain 27 janvier, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Date choisie car ce fut celle de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Quand on parle des camps, on pense d'ailleurs spontanément à ces camps situés en Allemagne ou en Pologne. Il y eut pourtant un camp en France, celui de Natzweiler-Struthof. Guillaume Dandelot lui consacre un ouvrage édifiant. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité festive et culturelle et programmes d'histoire. Le carnaval de Venise s'ouvre demain, une tradition qui remonte au XIe siècle. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, quand la réalité dépasse la fiction. L'héroïne de la série Le Jeu de la Dame a une alter ego en Angleterre. Et puis vendredi, c'est rendez-vous avec la librairie de Célie Luton pour des conseils de lecture. Et là aussi, ce sera une sélection en écho à cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On peut en effet en parler aux enfants à partir de certains livres. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. C'est une histoire qui commence en 1933 à Dachau, à quelques kilomètres de Munich. Les nazis créent leur premier camp de concentration. Des dizaines d'autres suivront et fonctionneront pendant plus de 10 ans. Quand on en parle, on pense souvent spontanément à Auschwitz-Birkenau, à Buchenwald et à des territoires éloignés du nôtre. Il y eut pourtant un camp d'extermination sur le territoire français, celui de Natzweiler-Struthof, camp ouvert en 1941 en Alsace, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg. Guillaume Dandelot a été directeur du Centre européen du résistant déporté qu'héberge ce camp et il publie un ouvrage extrêmement précieux sur cette histoire, le KL Natzweiler-Struthof, un camp de concentration en Alsace annexé. C'est aux éditions Idée Édition. Guillaume, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir en cette journée de mémoire. Il a fallu longtemps pour que la France se confronte à la présence d'un camp sur son territoire. Alors oui, d'abord, c'est vrai que c'est un territoire un peu particulier puisque c'est l'Alsace annexée. Donc c'est pas la France occupée et c'est une chose qu'il faut bien comprendre parce que le quotidien des Alsaciens s'est trouvé radicalement changé. Ils ont été obligés, certains, d'être incorporés de force, donc de suite de s'inscrire dans la Wehrmacht. Tout était fait pour que l'on devienne allemand et nazi. Et donc, décision, comme dans un autre nombre de territoires annexés, comme l'Autriche, par exemple, avec Mauthausen, de créer un camp. De créer un camp sur ce territoire-là, dans cette Alsace annexée, pour bien montrer l'empreinte du régime sur ce territoire. On va en parler de cette empreinte, c'est une des fonctions des camps d'ailleurs, mais dès le 5 décembre 1944, le New York Times publie un reportage intitulé « L'usine de la mort en Alsace », donc il y a un écho médiatique malgré tout, mais comme il n'y a plus de détenus à ce moment-là, le camp a été vidé, finalement vous dites ces images, elles ne marquent pas tellement et la mémoire va s'étioler assez rapidement. Elles ne marquent pas tellement effectivement parce que c'est le premier camp à l'ouest qui est découvert par les armées américaines en novembre 1944 et que les Allemands ont eu le temps d'anticiper cette arrivée des forces alliées et ont fait partir la plupart des déportés en septembre. Donc le camp est vide. Ce qui veut dire que toutes les photos que l'on a, les images, ne sont pas incarnées par des hommes ou des femmes décharnés comme on a pu le voir après. On voit des baraquements, on voit un four crématoire, des barbelés, on voit tout ce qui fait un camp, mais il n'y a personne. Ce qui fait un camp, d'autant plus que c'est un camp qui a été laissé tel quel, c'est-à-dire que tout a été sorti, évidemment les hommes, les archives, mais on pense que les Allemands avaient à cette époque peut-être l'espoir de revenir, et donc ils ont laissé tout en l'état. Ce qui fait qu'effectivement, on a une structure complète d'un camp, mais sans les hommes, ce qui est évidemment la chose la plus importante. La localisation du camp, elle doit d'abord à la présence de filons de granit rose dans la région. Tout à fait, parce que progressivement, ces camps ont eu des fonctions économiques pour répondre aux besoins du Reich et notamment à ces énormes programmes que voulait Hitler, qui était un grand fanatique à la fois d'architecture et qui voulait marquer de son empreinte les villes. Et donc, un besoin très important de granit, de matériaux de construction. Là aussi, à Mauthausen, Flossenburg, d'autres camps sont créés à proximité de ces carrières pour que cette main-d'œuvre et ces esclaves soient utilisés à l'extraction. C'est une des trois fonctions des camps. Vous avez cité la première tout à l'heure, c'est de marquer une empreinte territoriale et c'est aussi de faire peur aux personnes qui habitent sur un territoire parce que c'est à la fois caché et pas caché. D'ailleurs, je veux bien qu'on arrête là-dessus. Quand ils construisent le camp, vous le racontez dans le livre, la route est dessinée de telle sorte à ce que quand même ce ne soit pas trop visible. Oui, en fait, on essaye un peu d'isoler les choses. C'est ça. En même temps, on sait bien que c'est connu et que ça va se connaître un peu. Et c'est aussi effectivement pour faire peur, pour montrer que cette violence, elle est présente et les risques que l'on prend à s'opposer au régime. Parce que la première fonction
d'un camp, d'Arao, entre autres, c'est vraiment l'oppression et l'enfermement des opposants politiques. Ce qui était le cas d'ailleurs au Struthof, 52 000 détenus, je cite de mémoire votre livre, y sont passés, une minorité de juifs. Ça n'a pas été un camp de destination majoritaire de la Shoah. C'est un camp destiné au départ essentiellement pour effectivement les opposants politiques, opposants armés, qui constituent le gros des déportés. Les Juifs ont été présents, mais au départ sous forme de résistance, c'est-à-dire qu'on ne les avait pas identifiés en tant que comme juifs, mais en tant que résistants. Et une fois qu'on les a identifiés, on les a transférés vers Auschwitz. C'est ça. Et puis, à la fin, en 1944-1945, où le régime a tellement besoin de main-d'œuvre que finalement un certain nombre de déportés qui sont à Auschwitz sont envoyés dans d'autres camps, dans ce qu'on a appelé les camps annexes, on pourra y revenir, pour aider à la fabrication d'armements. Et donc là, il y a eu un certain nombre de Juifs qui ont été dans ces camps annexes autour du Struthof. L'empreinte territoriale, le motif économique, la terreur et l'extermination. On va beaucoup mourir au Struthof, je crois 20 000, enfin la moitié quasiment des détenus. On est à peu près sur une statistique de 40 à 45% voilà. De déportés qui décèdent. La plupart d'épuisement, de mauvais traitements, de violence. Aussi d'exécution. Voilà. L'idée, de toute façon, du camp de concentration, c'est la mort par le travail ou l'extermination pour la Shoah. Voilà. Mais on voit bien qu'effectivement, la matière humaine n'a peu d'intérêt. C'est pas prévu pour qu'on sorte en bon état. Pour qu'on sorte au court. Pèse moitié moins au bout de 3 mois. L'histoire est desservie par la déshumanisation des acteurs du crime nazi en faisant d'eux des étrangers à notre commune humanité. Nous nous exonérons de toute réflexion sur l'homme, l'Europe, la modernité, l'Occident, en somme, sur tous ces lieux que les criminels nazis habitent, dont ils participent et que nous avons en commun avec eux. C'est ce qu'écrit l'historien Johan Chapoutot dans la préface de votre livre. Guillaume Dondelon, on vous retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez connu le Struthof? Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Vous le faisiez fois. visiter? Avec des élèves de collège et de lycée, effectivement. Ouais. Et il y avait vous avez un souvenir fort de ces moments-là? En fait, moi, j'ai été marqué dans un premier temps. Je me suis rendu à Oradour-sur-Glane à l'âge de 13 ans. J'y suis allé à 14 ans à Struthof. Petit, je sais pas, je trouve qu'on n'a pas assez de recul. On ne s'imagine pas. On a l'impression d'être dans un film d'horreur. Et après, quand on échange avec les enfants, c'est vrai que c'est beaucoup prenant, c'est extrêmement fort. Et on peut échanger avec eux aussi. Et il y a ce lien intergénérationnel extrêmement puissant. Ce qui est important, c'est effectivement l'échange et la possibilité de toucher d'une certaine façon du doigt ce qu'a pu être cette horreur. Confère la citation de Johan Chapoutot. Oui, totalement. Voilà, pardon, je vous prends quelques secondes sur votre anti-sèche, mais c'est à la fois important. J'ignorais que vous aviez fait cela, et comme ça croise vraiment les sujets qu'on traite dans l'émission, c'était important de le dire. À partir de demain, je reviens à l'anti-sèche habituel, on change de sujet. Commence un carnaval, celui de Venise, et vous revenez aujourd'hui dans l'anti-sèche sur l'histoire de ce qui est un des plus célèbres carnavals du monde. Oui, avec Rio. Avec Rio de Janeiro. Voilà. Oui, vous avez une préférence? Non, aucune. Donc, oui, donc 15 jours de festivités à partir de demain. Le thème de cette année est assez particulier puisqu'en 2024, on célèbre les 700 ans de la disparition de l'explorateur vénitien Marco Polo. Il est mort un 8 janvier 1324 à l'âge de 69 ans. Donc 15 jours de fête. Là, on se replonge au Moyen-Âge, là où le carnaval est né au XIe siècle, à une époque où la ville est extrêmement riche, extrêmement puissante, et on a ces nombreux marchands qui sont dans cette ville, notamment Marco Polo. Et donc il est né au XIe siècle et il ne ressemble pas du tout au carnaval qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup moins festif. Et c'est avec la naissance du carnaval de Venise que le mot carnaval est né. 1094, grâce à un édit sur les divertissements publics publié par le doge de Venise, Vitale Falière. L'objectif du carnaval au départ, qui sera d'ailleurs renforcé surtout à partir du XVIe siècle, est de célébrer la grandeur de la ville, d'affirmer la puissance face au reste du monde, qui est une république indépendante à l'époque Venise. Il se veut aussi un moyen d'unifier les différents quartiers de la ville, puisque c'est l'une des républiques où il y a le plus de disparités sociales. On a des riches extrêmement riches et des pauvres extrêmement pauvres, et à partir du XIIIe siècle, les masques vénitiens apparaissent, ces masques extrêmement célèbres. Pourquoi? Pour garder l'anonymat. Et le doge d'ailleurs de Venise lui-même, il se cache. Et tout le monde peut se mélanger. Des petites blagues avec le reste de la population. Et tout le monde peut se mélanger et les participants peuvent ainsi transgresser les règles sans être reconnus. Pour le peuple, c'est d'ailleurs le seul moment de l'année où on peut profiter d'une telle liberté. Effectivement, la fête se passe à ce moment-là. C'est là aussi que les lois sont mises en place pour limiter cette liberté, afin de rétablir aussi la moralité
réalité dans les couvents, car on a de nombreuses sœurs, de nombreux moines qui se cachent parmi les différentes populations. L'usage des masques commence aussi à se répandre chez les citoyens en dehors du carnaval, pas forcément lié d'ailleurs à des festivités. À l'époque, le carnaval ne dure pas 2 semaines comme aujourd'hui, mais plusieurs mois. On parle de 6 mois et c'est réparti à plusieurs moments de l'année. C'est pas 6 mois d'un seul coup. On a 2 mois en hiver, une partie en été. Pourquoi? Pour avoir des festivités tout au long de l'année et pour faire plaisir à la population. À partir de 1608, de plus en plus de restrictions accompagnent le port du masque, jusqu'à son interdiction complète en 1797. Merci Bonaparte. Merci Bonaparte, c'est l'arrivée du Directoire, cette république qui était indépendante, qui ne l'est plus, qui sera ensuite cédée à l'Autriche par Bonaparte. On arrête le carnaval pour éviter toute rébellion au sein de la population. Napoléon a surtout peur que les révolutionnaires et les émeutiers se cachent derrière leur masque. À partir du XVIIe siècle, le carnaval de Venise commence à se répandre dans toute l'Europe. Et si vous voulez vous faire une idée à quoi ressemblait le carnaval à l'époque, on regarde les tableaux de Francesco Guardi, ça vous donne une idée. C'était surtout à l'intérieur, le carnaval à l'époque. Donc voilà, vous avez une idée, ces petits masques, et chaque masque avait sa couleur. 1849, sous l'occupation autrichienne, vous venez d'en parler, la fête est partiellement rétablie. Et là, on le voit d'ailleurs d'une certaine manière sur cette peinture, elle devient plus bourgeoise et le véritable esprit de carnaval s'éteint. Totalement. Et c'est surtout à partir de 1979 que le carnaval est rétabli sous la forme qu'on peut connaître aujourd'hui. Quand on pense carnaval de Venise, on a bien sûr ces masques et surtout ces magnifiques costumes que l'on retrouve, les traditionnels de la Commedia dell'arte. Il y a quoi? Arlequin, on a aussi Polichinelle, Bringuella, Colombine, Pantalon aussi, Zani. Voilà, chaque costume a sa couleur. On pense aussi carnaval, on pense au vol de l'ange qui débute les festivités et qui marque ce début important et regardé par des milliers de personnes sur la place Saint-Marc. Au début, la coutume, c'était le vol de l'ange de Turc, parce qu'au XVIe siècle, voilà, cette légende raconte qu'un funambule turc a rejoint le campanile de Saint-Marc sur un fil, et depuis, voilà, c'est fortement apprécié par toutes les populations. Et on termine par Mardi Gras. C'est ça la fin du carnaval. Mardi Gras. Et on enchaîne avec le carnaval notre carnaval. Et oui. Et oui, le 17 février, c'est le carnaval de Nice. De Nice, 17 février. Guillaume, vous connaissez bien les carnavals, vous avez fait un bouquin là-dessus chez Fleurus. Ça remonte à il y a une trentaine d'années. Dans une autre vie un peu différente, effectivement, mais ce que je trouve les carnavals les plus intéressants sont les plus populaires, effectivement, ce que Venise a un peu perdu. Et moi, je conseille Dunkerque, Pézenas, Gignac, des choses où les gens chantent, enfin, on sent que ça fait partie de leur quotidien, que c'est attendu et c'est incarné. Il y avait un film d'ailleurs assez remarquable sur celui de Dunkerque qui s'appelait Carnaval, mais avec un K, qui était sorti il y a quelques années, si je me souviens bien. On se retrouve pour la récré. On va jouer aux échecs. On va jouer aux échecs. Guillaume Dandelot, grand oral. Et on va reprendre un masque qui n'est pas celui de la fête, mais plutôt celui de la gravité et de ces cités de la terreur. L'expression est de l'historien Nikolaus Warsmann pour décrire ce que furent les camps nazis. On parle aujourd'hui du seul camp d'extermination sur le sol français, celui du Struthof, avec Guillaume Dandelot. On a vu qu'il y avait un certain nombre de logiques dans l'installation de ces camps par les nazis, logique économique, logique répressive, logique territoriale. Au tout début des camps, il y avait aussi une dimension de rééducation, d'où les panonceaux très célèbre, notamment à l'entrée de Dachau, le travail, travail en libre. Et il y avait à chacun son dû à Buchenwald. Exactement. Mais là, cette idée de on va rééduquer les gens, c'est complètement en 41, quand le c'est complètement abandonné, ça va être d'ailleurs assez rapidement tout, abandonné. Voilà. On va plutôt s'intéresser à avoir de la main-d'œuvre à disposition, main-d'œuvre gratuite. Et c'est pour ça notamment qu'au-delà des opposants politiques, rapidement, on va aussi enfermer ce que les nazis ont appelé des asociaux, des droits communs, des homosexuels. Et chacun a son insigne. Et chacun est repéré. Ça fait partie aussi de cette évolution où finalement le camp s'organise, se rationalise, et effectivement les Allemands, qui sont très tatillons administratifs, créent des distinctions en fonction des catégories avec des triangles de couleurs différentes. Cette déshumanisation du détenu, elle se joue à la seconde de son arrivée au camp. Elle a peut-être même un peu commencé dans le transport, en tout cas dès le moment où elle arrive. Tout à fait. Le déporté perd son identité, il devient un Stück, un morceau. Il porte un numéro, une couleur, on le déshabille, on le rase complètement, intégralement, on lui donne d'autres habits, on lui apprend à se contrôler dans le camp, à apprendre son numéro par cœur en allemand. Tout est fait pour le déstabiliser, pour lui faire perdre son identité
et pour éviter effectivement qu'ils se révoltent. Et c'est aussi pour ça qu'on a une mixité des nationalités dans tous ces camps. Le Struthof, il y avait 31 nationalités. Ce n'était pas un camp pour les Français ou pour les Alsaciens, pour les Mosellans, puisque ce sont les Polonais et les Soviétiques qui étaient les contingents les plus importants. Et donc cette division finalement pour régner, c'est le quotidien, avec effectivement des déportés qui ont aussi des responsabilités supplémentaires. Voilà, comble de la perversité. Les détenus, certains détenus sont mis à contribution pour maintenir l'ordre, les capots. Oui, c'est la perversité et le management, si on prenait des termes modernes, ou les ressources humaines qui sont exploitées de façon très vicieuse par les SS, c'est-à-dire effectivement, ils donnent des responsabilités à certains et en échange, en contrepartie, ces capots reçoivent un certain nombre d'avantages. Le capot, finalement, est entre le marteau et l'enclume, puisque d'un côté, il doit être violent vis-à-vis des autres déportés pour effectuer sa mission et pour ne pas perdre ses avantages. Et en même temps, évidemment, il est confronté à d'autres personnes, d'autres humains. Et c'est là où, effectivement, les valeurs, la façon dont les personnes vont se comporter devient très importante. Des situations de survie extrême où tous les comportements s'observent, vous en racontez un certain nombre dans le livre, mais aussi les plus beaux. Il y a des solidarités, il y a des résistances sur des gestes qui sont immenses dans des contextes comme celui-ci. Heureusement, au fond du trou, dans la noirceur la plus complète, il existe encore des petites lumières. Ce sont effectivement ces gestes de solidarité, ce partage du petit morceau de pain qui pour nous aujourd'hui est peu important mais qui était essentiel. Et même avec ces petits morceaux, on se les partage, on mutualise, on aide, on essaye de cacher effectivement la faiblesse de l'un en le mettant sur un autre poste. Beaucoup de petits gestes qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont, quand on est... Il vaut mieux qu'ils ne soient pas trop visibles, parce que sinon on se fait... Et qui peuvent paraître aujourd'hui relativement... faibles et pas très importants, mais qui sont immenses. Qui sont immenses quand la mort est au bout du chemin et tout peut être mort très rapidement. Et tout est fait qu'on pense à sa propre survie et pas tellement aux autres. Les détenus dans ces situations, ils ne restent pas très longtemps au Struthof par ailleurs. C'est un camp, non. Ils viennent, travaillent et ensuite... C'est un camp, mais comme beaucoup de camps où il y a une circulation des déportés, d'abord ça fait partie de la stratégie des SS, c'est-à-dire effectivement on ne veut pas que les gens restent trop longtemps pour pas qu'ils apprennent le camp et finalement peut-être même veulent s'évader. Et puis d'autre part, ce sont des morceaux que l'on déplace en fonction des besoins. Et les besoins économiques vont être de plus en plus importants, et particulièrement pour l'industrie de l'armement, ce qui fait qu'on va se créer progressivement un certain nombre de ce qu'on appelle des camps annexes, qui sont des camps de concentration qu'on établit auprès d'entreprises pour favoriser la production. Et il y en avait plusieurs dizaines autour du Struthof. Il y en avait plus de 50 autour du Struthof. Cela correspond effectivement à la fin de la guerre. Les forces de production allemandes sont sur le front, donc on a besoin de bras. Et c'est là où on mobilise intégralement tous les camps en faveur de cet effort de guerre. Ce qui veut quand même dire, il y a des photos dans le livre, que parfois les détenus traversent des villages. Donc quand on a dit après on ne savait pas, alors... Peut-être qu'on ne savait pas, les chambres à gaz, je peux le concevoir, mais on savait qu'il se passait un truc. C'est pas forcément, en tout cas, dans les territoires adjacents, on savait, puisque d'abord, il fallait aller chercher, aller à la gare. Il y avait ces transports de déportés à la gare. Il y a des entreprises privées qui travaillent. Mais effectivement, on n'est pas sûr de ce qui se passait exactement. Et d'ailleurs, quelquefois, les nazis, pendant toute cette période, disent « Mais vous vous rendez compte ?» puisque c'était connu, la Shoah et l'extermination, mais vraiment, c'est trop énorme. C'est trop énorme pour que ce soit vrai. L'homme n'est pas entièrement coupable. Il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisqu'il la continue. Ces mots d'Albert Camus dans L'homme révolté sont repris par Guillaume Dandelot dans la conclusion de son livre sur le Struthof. Guillaume Dandelot qui alerte: la bête immonde sommeille toujours. On fait une pause récré, on en a un petit peu besoin. Et puis on retrouve Guillaume Dandelot, on en a aussi besoin. Vous aimez bien ces transitions, on parle de sujets graves, maintenant on passe un petit peu de légèreté. Oui, beaucoup moins important, mais... moins important, mais sympathique quand même. Et puis on va revenir au Struthof juste après. Récré, en ce 26 janvier, vous nous emmenez au Royaume-Uni, cher Brandon, avec une championne d'échecs. Oui, quel était votre talent à 8 ans ? À 8, aucun. Voilà, elle a 8 ans. Et on parle du jeu d'échecs, bien sûr, les échecs au sens positif. Elle s'appelle Bodhana Sivanandan et c'est une jeune prodige d'origine indienne. Elle vit au Royaume-Uni. Elle a gagné il y a quelques semaines les championnats du monde de junior dans sa catégorie. Et en décembre, elle a même été classée numéro 1 dans le classement féminin au championnat d'Europe de Croatie. En Croatie, elle a même battu le maître international, Laurine Dacosta, 39 ans et entraîneuse, qui entraîne des personnes de 20 à 30 ans absolument incroyables. C'est tout simplement la plus jeune joueuse
joueuse de l'histoire des échecs à ne pas s'incliner contre un grand maître en rencontre officielle. Elle vient d'atteindre la 73e place au classement mondial. C'est extrêmement serré à l'époque. Mais elle a appris à jouer comment? Un destin incroyable. Elle était, durant le confinement, elle va chez des amis, elle découvre dans un sac poubelle un jeu d'échecs. La curiosité, elle amène le jeu à ses parents. Pourquoi pas commencer? Et la curiosité a pris le dessus. Et maintenant, c'est l'un des plus jeunes espoirs au monde et pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, elle a été invitée cet été dans le jardin du 10 Downing Street par le Premier ministre Rishi Sunak. Et il parle d'elle comme la future star, le plus grand espoir des échecs au Royaume-Uni. Il y a quand même des prodiges très jeunes. Hein, et ça arrive très régulièrement depuis 2020-2021. Par exemple, en 2021, l'Américain Abhinandu Mishra est devenu le plus jeune grand maître international des échecs à seulement 12 ans. Et parmi les 100 meilleurs du classement mondial aujourd'hui, 12 sont nés après 2000. Wow. Imaginez quand même. Extraordinaire. Ça fait rêver. Hein. Ouais. Brandon, merci beaucoup. Grand oral, Guillaume Dandelot. Les véhicules s'arrêtent brutalement. Nous sommes déchargés comme du bétail sous les insultes et les coups des SS et de ceux qui se révélèrent être les capots devant un portail balayé par des projecteurs qui nous aveuglent. Les contours d'un camp se détachent. L'obscurité naissante m'empêche de percevoir les détails. Sur les 2 ou 3 miradors les plus proches, des gardiens en faction sont prêts à tirer. 2 enceintes parallèles de fils de fer barbelés entourent le camp et forment un chemin de ronde. J'arrête là, c'est un extrait des souvenirs de Roger Boulanger qui fut détenu au Struthof. Guillaume Dandelot, témoignage évidemment que j'ai trouvé dans le livre que vous venez de publier sur ce KL. Alors KL c'est en allemand, hein, ça veut dire... Konzentrationslager. Voilà, camp de concentration tout simplement, Lager c'est camp. Natzweiler, Struthof, parce qu'en fait Natzweiler, moi je dis toujours Struthof parce qu'on l'appelle comme ça. Natzweiler, c'est la commune. C'est la commune, c'est le nom de la commune. Voilà. Germanisé, puisque c'est Natzweiler en français. C'est ça. Germanisé en Natzweiler. Le camp lui-même est rapidement débordé puisqu'à l'été 1944, vous dites qu'il y a plus de 6000 personnes qui sont regroupées sur un site qui avait été dimensionné pour 3000. Comme la plupart des camps, c'est-à-dire qu'avec la fin de la guerre... Et on voit les chiffres que vous donnez d'ailleurs, c'est fois ça augmente, fois 10 en un an. Dans tous les camps. Hein. Les camps sont sous-dimensionnés et les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, le taux de mortalité augmente. Ce sont les périodes les plus dures et qui anticipent déjà les chemins de la mort, c'est-à-dire effectivement... Alors les marches de la mort ou les chemins de la mort, effectivement, c'est un épisode qu'on n'a pas beaucoup étudié, moi je trouve en tout cas à l'école, c'est que l'extermination s'accélère à mesure que la guerre se perd par les Allemands. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que jusqu'au dernier moment, les Allemands, les nazis font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils éliminent jusqu'au dernier moment et ils décident d'emmener avec eux, ils reculent, d'emmener avec eux tous ces déportés. Ce qui fait que, effectivement, par exemple, à Majdanek, qui est le premier à l'est de ces camps qui est découvert, il ne reste plus que 800 personnes. 800 déportés, tout le monde a été emmené, sauf ceux qui sont malades et que l'on ne peut pas bouger. Et dans ce tout le monde, des milliers, des dizaines de milliers meurent sur les routes. Et des milliers, parce que ce sont des conditions horribles, d'épuisement, ou sont exécutés quand elles n'arrivent plus à marcher. Ouais. Il y a un taux de mortalité absolument incroyable, mais c'est vrai que c'est une période qu'on connaît beaucoup moins. Le Struthof a aussi été, écrivez-vous, un réservoir humain pour poursuivre des recherches médicales. En fait, on a un précipité de toute l'horreur de ce que fut le système concentrationnaire au Struthof. Tout à fait. Le Struthof finalement est je le qualifie de prestataire de service. C'est-à-dire qu'effectivement, à Strasbourg, il y a une université, une Reich-Université, une université donc du Reich, avec une faculté de médecine assez importante et des professeurs qui voient là une opportunité finalement d'avoir ces cobayes humains sous la main et de pratiquer un certain nombre d'expériences sur différents domaines, en particulier sur le typhus, cette maladie qui est très importante dans les camps ou dans les rassemblements humains, et puis aussi sur le gaz de combat. Et puis, il y a aussi, pour nous ramener vers cette Shoah, effectivement, cette collection de squelettes d'un professeur d'anatomie, Auguste Hirt, qui a été nommé à la Reich-Université de Strasbourg, et qui a une collection de squelettes dans cette université, et convainc Himmler qu'il serait intéressant quand même aussi d'avoir des squelettes juifs. Pourquoi ? D'abord, pour essayer peut-être de montrer la différence, puisque la question des races reste permanente. Des nazis. Mais aussi, et c'est là où ça nous ramène aussi vers la Shoah, c'est-à-dire de se dire que le but, quand même, c'est que tous ces juifs soient éliminés. Donc, au moment où il n'y en aura plus, gardons un certain nombre de squelettes pour montrer ce qu'ils ont été. C'est finalement avec un nombre de 86, puisqu'ils ont été 86 hommes et femmes à être gazés dans une chambre à gaz aménagée spécifiquement pour ça, au camp, et après les corps ont été emmenés à l'université. C'est un nombre comparativement relativement réduit dans les 6,5 millions, mais qui est très symbolique
par l'objectif ultime, finalement, des nazis. Et on est toujours dans cette déshumanisation proprement ahurissante. Le camp est libéré, 1944, la vie normale reprend, un peu trop peut-être. En France, une fois revenus dans leur famille, les survivants, écrivez-vous, doivent se confronter à un monde dont les préoccupations ont changé avec la libération. Et ce n'est pas seulement l'absence de détenus, l'absence de victimes dans le camp qui font qu'il y aura un petit délai, j'allais dire, à l'allumage dans le travail de mémoire. Ça a été très dur pour les déportés de revenir parce qu'effectivement, le monde a changé. Ils ont une histoire très différente. Ils ont des blessures à la fois physiques et psychologiques très fortes. À tel cas que des anciens déportés que j'ai eu la chance encore de rencontrer me disaient qu'à l'âge de 100 ans, ils faisaient encore des cauchemars. Donc, ils vont porter ces cicatrices avec cette difficulté, effectivement, d'en parler. Et puis, finalement, le temps passant, les choses vont quand même se normaliser un peu, si on peut utiliser cette expression. Et une des thérapies, finalement, va être de parler, de partager. Et c'est l'action pédagogique immense et très importante qu'ils ont réalisée, notamment à partir des années 80. Ce sont des périodes où, finalement, les survivants sont à la retraite. Ils ont un peu de temps et puis ils s'aperçoivent aussi que... On se rend compte qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont mourir un jour et que la mémoire doit devenir histoire. Exactement. Et que les jeunes générations, le temps aussi, ne sont plus au courant ou suffisamment au courant de ce qui s'est passé. Allez, vous pouvez lire plein de bouquins. Vous voyez, il y a Robert Anselme, il y a Primo Levi, évidemment. Oui. Au cinéma, vous pouvez aller voir La Conférence, le film sur Wannsee, qui est absolument fascinant. Et j'y ai pensé en vous lisant parce qu'en fait, il y a deux obsessions dans La Conférence, qui est le moment où les nazis décident de ce qu'ils appellent la solution finale à la question juive. C'est une obsession logistique et une obsession juridique. C'est-à-dire qu'il faut fonder en droit. Donc, voilà. C'est quoi un juif, pour savoir pourquoi on l'emprisonne, et comment on s'y prend, parce qu'il faut qu'on y arrive. Oui, il y a toute une réflexion juridique, idéologique derrière tout ça. Hein. Le camp de concentration Natzweiler, Struthof, un camp de concentration en Alsace annexé. Merci Guillaume Dandelot, vous restez avec nous, on va continuer à lire des livres, mais plutôt pour les enfants, mais sur le même sujet. Brandon, merci. Merci. Manu. La librairie Céline Luton. Demain, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. À cette occasion, on a reçu Guillaume dans le Grand Oral. On va continuer avec des conseils de lecture. Célie, bonjour. Bonjour. Conseils de lecture pour les enfants. Vous avez choisi 3 ouvrages. Il y a un documentaire, un album, un roman. On commence avec le documentaire. Oui. Déporté, j'avais ton âge. Et là, on croise ce que Guillaume disait à l'instant sur la nécessité de parler et de transmettre. De ne pas oublier. Justement, celui-ci, c'est le documentaire le plus récent de la sélection Déporté, j'avais ton âge. Karine Sicard-Bouvatier va entendre le témoignage de plusieurs déportés, dont Gillian Kolinka, qu'on connaît beaucoup. Voilà, maintenant, vous avez des personnes qui ont été déportées et qui sont interviewées avec des adolescents qui ont l'âge du déporté au moment de la déportation. C'est ainsi que Gillian Kolinka est interviewée par Sifa, qui a 19 ans. Exactement, le même âge que cette dame. Vous avez des personnes, des parcours tout à fait différents. Ils ont été transportés dans des camps différents aussi. Soit ils étaient résistants, des enfants qui n'avaient rien demandé à personne, passés par Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, jusqu'à Bergen-Belsen, Auschwitz et autres. Très important, à la fin, vous avez... Voilà, il y a quelques pages documentaires. Exactement. Qui sont évidemment beaucoup plus succinctes que si vous lisez le livre de Guillaume Dandelot sur les camps de concentration, mais c'est absolument formidable et c'est présent aussi. C'est la première étape. Merci beaucoup, publié par La Martinière Jeunesse avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Le deuxième. Alors, celui-ci, justement... Vincent Cuvelier. Voilà, Vincent Cuvelier, l'histoire de Clara. Pour l'anecdote, j'ai été jusqu'au mémorial de la Shoah ce week-end le chercher car je voulais vraiment présenter celui-ci et pas un autre. Clara, un petit bébé qui rentre avec ses parents dans leur immeuble parisien. Ils entendent des pas qui arrivent, ça arrive très très vite. La maman n'a qu'une pensée, elle laisse les hommes monter, les grands garçons, elle ouvre l'ascenseur, elle glisse le bébé à l'intérieur de l'ascenseur. Ce bébé, c'est Clara. C'est un roman illustré choral où chaque chapitre est raconté par la personne qui va prendre soin de Clara. Il y a le chapitre de la mère, celui de la vieille, celui de sœur Marie-Louise, celui de cousin Georges, etc., etc. C'est à partir de quel âge ? Pour la primaire. Pour la primaire, voilà. Oui. J'avais pas dit, mais Déporté, j'avais ton âge, c'était plutôt les années collège. Exactement, oui. Et un troisième, c'est un roman, cette fois, Voyage à Pichipoy, de Jean-Pierre Moscovici. C'est sorti en 1995 à l'École des loisirs. Et là, on est sur une histoire vraie. Je pense qu'on connaît beaucoup ce roman qui est conseillé à tous les collégiens également. Voyage à Pichipoy. Pichipoy, c'est quoi ?
C'est quoi? C'est un terme qui avait été inventé par les nazis, un lieu très agréable, un très bel endroit dont on parlait aux enfants pour leur dire ne pleure pas. Si on te sépare de tes parents, comme c'est le cas du narrateur qui a 6 ans quand il est déporté jusqu'à Drancy, un lieu de triage, un lieu de, C'était les camps de transit, comme on disait Drancy. Voilà, comme vous le disiez, on va les déshumaniser, on va séparer ses enfants et lui, il n'aura de cesse de veiller sur sa petite sœur de 4 ans. Et Pichipoy, c'est quoi le vrai nom de Pichipoy? Pichipoy, c'est Auschwitz. Voilà, c'est ça. Roman vécu par l'auteur, témoignage donc... bouleverse. De Jean-Pierre Moscovici. Oui. Merci beaucoup, chère Célie. Vous les connaissiez, tous ces bouquins, j'imagine? Je ne les connais pas forcément tous, mais je pense que c'est très très important d'avoir des livres pour tous les publics, avec des entrées différentes, aussi bien par BD que par image, etc. Et vous pouvez, donc merci Célie. Avec plaisir. Il y a une librairie aussi, j'imagine, là, pour un centre de documentation. Donc vous auriez aussi pu aller à la librairie, mais c'était plus loin. Au Schrouthof, c'est pas très loin de Strasbourg. On peut visiter. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année qui visitent ce camp. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage pour la préparation de l'émission, Marine Plantec qui est en régie aujourd'hui, assistée par Saïd Mamou, et au son et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV. Vous retrouvez en permanence la quotidienne sur les réseaux sociaux.